Je me réveillai avec un mal de tête, et après un moment de torpeur, je pris la valise pour y prendre 2 cachets d'aspirine. Encore une invention du châtelain, de me charger d'une petite pharmacie au cas où. Le cachet me firent du bien, et je me décidai à stopper la comédie en remontant au château. Peine perdue, la porte était proprement verrouillée. Il n'y avait qu'une issue, le tunnel, et ensuite, je fais quoi après? Je pris la valise, m'enfonça le chapeau sur la tête, et m'engouffrai dans le boyau. 20 minutes plus tard, je me retrouvais à l'air libre. Après avoir soigneusement refermé la petite porte, je n'eus qu'une seule idée, retourner au château. Mais à cette réflexion, ma raison vacilla. Il n'existait plus d'autoroute. Mais à moins de 100 mètres, je percevais une route pavée qui serpentait entre des bosquets et des prés. Et sur cette route, au loin, en fiacre, 100 mètres à parcourir à travers prés, et après s'être dépêtré dans buissons de ronces, j'arrivais à point pour aider le véhicule. Hep, tac, oh, cocher! Le cocher ne fit pas mine de s'arrêter. S'il vous plaît, monsieur. Ah là, il stoppa. Je ne suis pas cocher, monsieur. Je ne pus m'empêcher de lui demander quel jour étions-nous. Jeudi, monsieur. Oui, mais la date. Le 8 mars, monsieur, me dit-il en me regardant avec suspicion. En 1883 ? Ben oui, monsieur, en 1883. Ce fut donc vrai. J'étais en l'an 1883. Devant mon hébétude, mon interlocuteur me prit pour en demeurer, et par pitié me proposa de me conduire jusqu'à Paris. Je mis ma valise dans la berline et m'installa à côté du conducteur. Sans être indiscret, que faites-vous sur cette route à 25 kilomètres de Paris? Je suis de la région. J'ai de la famille dans le coin. Je me suis égaré. De la famille? Fit-il. Je connais peut-être. Je suis du coin aussi. Ah mince, c'était bien ma veine. Si cela tombait, j'étais en présence d'Estivelle le Vieux. Je m'appelle Lisette, Jean Lisette. Ah, ça ne me dit rien, fit-il. Guillaume Cros. Je conduis cette berline à Paris pour un bourgeois. Sinon, je suis gambiste, dit-il en souriant. Je suis chanceux, pensai-je. En gambiste. Et justement, il me fallait fructifier mon capital. Ah ben vous tombez bien. J'ai justement besoin de quelqu'un de compétent pour spéculer en bourse. J'ai de l'argent à placer. Ah, je connais toutes les ficelles, se vanta-t-il. Vous pouvez me faire confiance. Combien avez-vous engagé? Il s'attendait sans doute à quelques centaines de francs. Et quand je lui annonçai que je désirais boursicoter à hauteur de 15 000 francs, il fit les yeux ronds. Il devint alors prolixe en paroles, me vantant telle action ou telle autre, les chemins de fer du Siam ou de Bolivie, les filatures de Constantinople, les cimenteries de l'Oural, la distillerie des Carpates, et enfin, et d'autres encore tout aussi exotiques. Je le laissai parler, et finalement, je mis les choses au point. Vous êtes bien serviable, mais je vous demanderai de faire exactement selon mes directives. J'ai des tuyaux imparables. Il ne connaissait pas l'expression tuyau. Ne me demandez pas comment, c'est en secret. Je vous enjoindrai donc d'acheter des actions et je vous demanderai de les revendre à mon signal. En échange, je vous propose 10% des gains plus une prime mensuelle. Ça vous va comme ça? Je le sentais un peu bousculé. Mais il acquiesça, se questionnant sur la singularité du personnage. Nous approchons de Paris. Pourriez-vous avoir l'obligeance de me déposer au Grand Hôtel, boulevard des Capucines?
Si vous pouvez m'indiquer un bon tailleur, j'en serais ravi. Moi, je m'étais vite acclimaté à la mentalité du bourgeois du 19e. Je ne vais pas épiloguer sur les bourdes inévitables comme parlait le cinéma quand il n'était pas encore inventé. De faire allusion aux montres bracelets quand l'oignon se glissait dans le gousset. Ou de causer du métro à Paris quand il n'était encore qu'en projet ne venant que de la perfide Albion et pas du tout adapté au style de vie français. Ensuite, j'abandonnais rapidement le chapeau pour aller tête nue. J'évitais comme cela de devoir saluer les édifices religieux ou de passer pour un gougnafier ayant oublié de se découvrir auprès d'une dame. Et voilà bien en bon mois que j'étais à Paris avec comme bureau le Grand Hôtel. Guillaume Gros, au début, critiquait mes achats d'actions et n'arrêtait pas de me prévenir du danger à s'engager sur des entreprises aussi aléatoires. Mais bientôt, il dut reconnaître que je ne me trompais jamais. Ce qui semblait extraordinaire. Je le laissais croire ce qu'il voulait. J'en profitais pour me rendre assez souvent à l'opéra. J'adore l'opéra. On y jouait du Meyerbeer. Bon, mort depuis longtemps, lui. J'ai eu la chance d'applaudir l'Acmé d'Élib à l'opéra comique. Et une reprise d'Hérodiade de Massenet. C'était moins bon. Un jour, je m'offris une bière au Procope, dans le 6e. Je demandais je demandais au serveur où s'était assis Karl Marx. Mais le serveur m'indiqua une table libre. J'étais ravi de pouvoir déposer mes fesses sur l'empreinte de celle de Marx. Je dus vite déchanter. En Quidam posa la même question et le serveur nonchalamment lui indiqua une autre table. Quand des voix s'élevèrent, véhémentes, la musique des Boches est aussi arrogante que leur impérialisme. En français, qui admire cette odieuse et ordurière musique de Wagner, est un traître qui oublie totalement la guerre et les affres de 70. Cette musique lourdaute et éléphantesque a autant d'élégance qu'un pourceau dans sa bauge. Jamais l'esprit prussien, tant soit-il y en avoir, ne peut atteindre la cheville de l'esprit français. Parlez-moi de Berlioz, Gounod, Thomas. Là, nous voyons l'excellence de la musique. Seuls les Français et Italiens ont le droit d'écrire des opéras. Mais les Prussiens, cette langue allemande qui ressemble à des remugles stomacaux, cette langue ignoble au raclement de gorge de tuberculeux, pouah! La tirade fut applaudie. Laissez-moi répondre, fit ton grand échal à barbu. Wagner est un génie. Oh, des sifflets retentirent. Oui, un génie. Sa musique est en fleuve et vous la comparez à des ruisseaux. Vous ne voyez rien d'autre que des contes de Teuton. Ces opéras sont universels, car au travers de ces contes, on perçoit la critique de notre société pervertie, mais aussi la médiocrité de nos gouvernants. Les opéras de Wagner sont révolutionnaires. Ils sont partiellement communistes. Le mot communiste causa en brouhaha, comme si certains le trouvaient déplacé, ici, au Procope. N'oubliez pas que nous devons Beethoven à la Prusse, Mozart à l'Autriche, et que votre opéra français fut longtemps incarné par Meyerbeer, en berlinois. Vous n'êtes que des fats ridicules, des triboulets sinistres. Vous vous vautrez dans la médiocrité autant que Wagner s'envole vers le sublime. Les huées et les sifflements redoublèrent. Avez-vous seulement daigné écouter la musique de Wagner? Rien que la musique, cette musique qui vous emporte dans le Walhalla des Valkyries, cette musique puissance qui touche le divin. Je me suis rendu à Bayreuth pour écouter notre maître à tous, nous, musiciens, tandis qu'à Paris on refuse de représenter ses œuvres et vous laisser dans l'ignorance, car écouter Wagner, c'est comprendre que la musique n'est pas seulement des successions de notes placées mathématiquement pour en sortir une mélodie. Non,
Sinon, nous serions tous des Mozart, tous des Beethoven, pourquoi pas tous des Berlioz. Nier Wagner, c'est nier le sacré, le noble, c'est nier l'ineffable. En paroissien lança: avec vos goûts musicaux, monsieur Chausson, faites en opéra, mais en représentation dans les lavabos. Les rires fusèrent. Sous l'insulte, Ernest Chausson prit son pardessus et, suivi de 2 amis, quitta le Procope en criant bande d'ignards. J'appris alors que l'un des plus talentueux compositeurs français était un wagnériste convaincu. La spéculation sur les titres doubla rapidement mon actif. Je me mis donc en quête de quelques perles à ramener de mon voyage temporel. Les bouquinistes des quais étaient nombreux à cette époque, mais leur existence était des plus misérables. Ils vivaient au bord du quai, pratiquement 24 heures sur 24, 10 mètres de parapet ornés de caisses plates à couvercle. Les plus fortunés réussissaient d'avoir un pauvre logis dans les quartiers populaires. Les autres vivaient sous les ponts ou dans des abris précaires. De plus en plus d'hommes ayant un minimum d'instruction, à l'époque, se retrouvaient sur le pavé et finissaient bouquinistes à Paris pour les plus débrouillards. La Seine générait une forte odeur d'égout et la chaussée reniflait le crottin de cheval. L'air était chargé d'une lourde pollution à cause de la combustion du charbon. Il faisait souvent irrespirable. Par contre, à l'approche des présentoirs, une fine odeur de vanille et de peau de parchemin, comme l'odeur de la chamoisette, vous accueillait. Du moins chez les plus soigneux qui calfataient leur couvercle pour éviter l'humidité. Je vis des éditions originales de Balzac, de Nerval, d'Hugo, mais je cherchais la pièce d'exception. Et là, je découvris 2 cahiers de 60 pages chacun, d'une écriture à longue arabesque et de texte en allemand, sans doute en manuscrit oublié des occupants de 70. Je lus enfin le nom de l'auteur et comme tout bon brocanteur, je restais de marbre, mais je bouillais intérieurement. En manuscrit de Schiller sur Diderot. L'on sait que Schiller, avec Goethe, fut les traducteurs de Diderot. Schiller eut même en main le manuscrit du neveu de Rameau. Ces 2 cahiers relataient les travaux de Schiller à l'adaptation des textes de Diderot,
Et j'avais trouvé ma première perle, et le bouquiniste, qui ne connaissait pas du tout la langue de Goethe ni de Schiller, me demanda 2 francs, en étant certain de me rouler pour de minables cahiers. Et je lui donnai 10 francs souriant. Au lieu de me remercier, je vis son visage figé. Il réfléchissait, il eut juste l'impression d'avoir lâché la poule aux œufs d'or. Le marché était conclu, mais je lui promis de revenir. Il me grimaça en sourire, empocha le billet finalement, ravi de l'aubaine. Je m'offrais aussi des montres Gousset du 18e qui se vendaient pour une bouchée de pain, ainsi que de splendides châtelaines, ces ensembles d'objets, composés d'une montre, d'une petite montre, d'un petit cachet, d'une paire de ciseaux, d'autres bricoles, comme en minuscules carnets, tout cela monté sur une chaîne. Je n'arrivais pas à m'intéresser aux bijoux, finalement. Pourtant, c'était le moyen le plus simple pour se faire de l'argent. En fait, sans la recherche, sans la Chine, je devenais spéculateur et plus brocanteur. Le plus important et la raison de ma présence en 1883 furent bien de rencontrer Auguste Renoir. J'appris que la galerie Durand-Ruel, 6 au boulevard de la Madeleine, présenta les tableaux de Renoir, pour la première fois, et que le peintre hantait les lieux pour décider le chaland à acheter ses toiles. Il faut préciser que Renoir n'avait aucune notoriété, et que sa peinture n'était appréciée que par de rares amateurs, souvent peu fortunés. Le goût commun se tournait plutôt vers les peintres pompiers, ou à des ruissellements de joliesse de petites filles au cerceau. Pourtant, la peinture de Renoir n'avait rien de révolutionnaire, et en 1883, Renoir s'éloignait des impressionnistes pour faire de la peinture plus commerciale. La galerie avait une affluence de curieux allant du promeneur occasionnel au ricaneur. Je reconnus tout de suite Renoir à son visage déjà noyé dans une barbe, mais aussi par ses mains souillées de taches multicolores comme l'arc-en-ciel. En costume élimé mais propre. Une forte odeur de bouffarde accompagnait le personnage. Le plus remarquable furent sans aucun doute ses yeux. Des yeux d'enfant curieux et scrutateurs. De la précision dans la candeur. Auprès de lui, une jeune femme pouvant être sa fille. Mais j'appris qu'il s'agissait d'Aline Charigot, qui deviendra Madame Renoir et la mère de Pierre, l'acteur, de Jean, le réalisateur, et de Claude, le céramiste. Le peintre la rencontra un jour et lui proposa de faire son portrait en nu. Et comme Renoir n'avait pas le sou, il lui offrit la toile. Avec de tels procédés, il était compréhensible que Renoir ne pouvait pas faire fortune. Le peintre fit en jour toute la décoration d'un restaurant en échange d'un couvert à midi. Enfin, les deux êtres se plurent et ensuite, Aline prit la carrière du peintre en main. Je les saluai et ils firent de même. J'eus le malheur dans la conversation d'associer sa peinture à l'impressionnisme. Et Renoir, de me regarder d'un œil assassin et me tourner le dos. Étonné, je regardais mademoiselle Charigot. Elle souriait, comme si cela allait de soi. Renoir revint, ayant rallumé sa pipe, et me dit « L'impressionnisme est en mirage, monsieur. Ce mouvement n'est pas l'art. Je n'en suis pas fier car j'y ai cru, mais ce genre de peinture d'impression n'a aucun avenir. La base réelle de la peinture est l'expression plutôt que l'impression. Noyer son trait dans un halo et créer une atmosphère diaphane, c'est joli, mais cela dénote une forme de facilité pour atteindre l'émotion. Seule la précision du trait importe.
L'émotion dans Velázquez ou dans Raphaël est 10 fois supérieure, monsieur. C'est comparé en orgasme de géant à celui d'en nain. Le plaisir n'est-il pas le même, demandai-je. Oui, mais jouir comme en Dieu de l'Olympe a plus d'ampleur et d'extravagance. N'est-il pas, Aline? Loin de faire rougir Mademoiselle Charigot, approuva en souriant. Auguste n'a aucune pudeur, monsieur. Mais j'avoue qu'il n'a pas tort. Je suis surpris dans le jugement aussi catégorique sur l'impressionnisme, ajoutai-je. Manet, quand même. Manet, ton ami, fit Renoir. Il est de grand talent. C'est ce foutu Leroy qui inventa le mot. Manet étant peintre plus académique qu'il n'y paraît. À noter que chez Renoir, le terme académique n'avait rien de péjoratif, et Leroy désignait un journaliste du Charivari, qui inventa le terme impressionnisme. Je songeais à Picasso et sa déstructuration de la forme. Qu'aurait dit Renoir à ce sujet? Imaginez en tableau, me lançai-je. En portrait, par exemple, avec une déstructuration de la forme, c'est-à-dire en découpage systématique des traits vers une issue plutôt en angle qu'en rond. Aller vers le dénouement du trait. Ça s'appelle comment, selon vous? Je jubilais, petitement devant Renoir, mais intérieurement, connaissant le développement de l'art et l'explosion du cubisme. J'attendis la réponse de Renoir. Il réfléchit et il me dit « Cela s'appelle une esquisse. » Je ne pus que me rendre à l'évidence et réduire Picasso en esquisseur me paraissait court et injuste, mais Renoir, sans le vouloir, avait dit le mot approprié. L'éloignement de la complexité tend vers l'esquisse, mais celle-ci rend la lecture plus complexe. La jouissance dans l'art n'existe que dans l'effort intellectuel pour sa totale compréhension. Renoir venait de me donner la clé de l'art moderne. Lui qui s'en éloignait. J'en revins à l'objet de ma visite. J'ai ici une photographie d'un enfant prématurément décédé. En être cher, ajoutai-je, pour faire poids. Pourriez-vous en faire un portrait de 40 sur 50, selon votre inspiration, bien entendu. Je voyais Renoir me regarder en chien de faïence. Je me tournai alors vers Mademoiselle Charigot. 3000 francs me paraît une offre convenable. 3000 francs représentaient le prix d'une maison modeste. 3000 francs quand en tableau de l'exposition se vendait 500 francs maximum. Ah, bien entendu, c'est une proposition généreuse, n'est-ce pas, Auguste? Bien entendu, répéta-t-il. Vous le voulez quand? Le plus tôt possible. Il prit la photo et après un moment me dit « Dans 3 semaines. Il sera pas sec, mais je vous le tiendrai à disposition. » C'est entendu, dis-je pour faire écho. Je dus quand même donner en acompte. Mademoiselle Charigot y tenait.
Guillaume Gros devint finalement en ami et s'enrichissait autant que moi sur mes actions, engageant ses propres avoirs sur mes opérations spéculatives. Il m'était des plus utiles pour me retrouver dans Paris, et ne me comprenait pas toujours quand je lui parlais d'une grande dame en fer qui bientôt dominera la ville. Il devait me prendre tour à tour pour un génie de la finance et pour un excentrique mythomane. J'accumulais déjà de jolies choses, pas encombrantes, ne pouvant porter que 2 valises, des montres, des médailles, des timbres, que je savais devenir des raretés en philatélie. Outre les cahiers de Schiller, je mis la main sur 4 gravures de Rembrandt, des esquisses de David, et des tire-bouchons en argent très recherchés. Et je ne pus m'empêcher d'acheter en violon de Crémone, la famille Amati, sortant d'un conte d'Hoffmann. J'évitais de prendre du contemporain à cause de son état de fraîcheur trop flagrant. Estivelle s'en fichait, mais pas moi. Guillaume m'avait déniché l'adresse d'un usurier sur la butte. Sa boutique était en merveilleux bric-à-brac qu'un chineur peut rêver. Le bonhomme avait les lèvres lipues, le ventre rond, il puait la rancissure. Son haleine diffusait une odeur sucrée de décomposition. Des antiquités romaines remplissaient tout en pan de mur. Ces objets étaient de mode. Ils se retrouvaient en quantité chez les brocanteurs et antiquaires. Souvent des faux. Je passais sans m'attarder car dans un coin s'entassaient des objets africains de différentes origines. Je n'hésitais pas une seule seconde pour extraire en masque de chokwe de belles factures. L'usurier me regarda et me dit « Si vous êtes amateur de ces horreurs, je vous fais 3 francs. Tout le lot. » Juste celui-ci. C'est le plus beau, en francs. Il bougonna. Dire que certains prétendent que c'est de l'art nègre. Et pourquoi pas de l'art singe? Quand mon chien fait sa crotte, c'est de l'art canin. Quand ma femme fait du tricot, c'est de l'art femelle. Qu'on ait aboli l'esclavage, c'est bien, c'était pas chrétien. Mais de là à dire que ces sauvages sont des hommes comme nous, il n'y a que ces idiots de protestants qui le proclament. Ou les anarchistes, tiens. Ceux de Lyon, les 66, là, qui doivent être condamnés, qui deviennent d'être condamnés. 5 ans pour le russe, là, le Krosmoj machin. Kropotkin, dis-je, connaissant sur le bout des doigts mon année 83. Oui, ben, on aurait dû faire marcher la veuve, tiens. Pour des canailles pareils, seule la guillotine peut les mettre hors d'état de nuire. La justice. Elle est où, je vous le demande? Moi, je répondis pas. Ayant entendu plusieurs fois ce discours tenu sans vergogne aux 4 coins de Paris, au 19e comme au 20e ou au 21e. En noir désigne un homme aux cheveux noirs, au 19e. En nègre désigne un être à la peau sombre, et si celle-ci est très sombre, c'est un nègre noir comme du charbon. Tout le monde parlait de cette manière au 19e sans plus de réflexion. Le contexte de l'époque, la mentalité, la suprématie de la civilisation et du catholicisme entraînaient la pensée unique, la seule valable, la seule avouable, mais aussi la seule miasmatique et contagieuse. Pourtant, les nègres n'étaient pas nombreux à Paris. À part quelques égarés ramenés dans des bagages de colons sans scrupules et abandonnés à leur sort dans une ville hostile, ils finissaient par crever de froid dans un taudis sinistre. Le 19e siècle stigmatisa le noir pour en faire un grand enfant ou un sauvage anthropophage. La vision que l'on en avait du 18e était différente, peut-être due à Rousseau, mais surtout qu'il provenait pour la plupart des Antilles, une sorte d'antichambre de l'esclavage, donnant sur la terre de France, où le servage était proscrit dès 1779, et qu'il existait une association aussi, la Société des Amis des Noirs, qui a complètement disparu par la suite. Vers 1860, avec la conquête de l'Afrique centrale,
et sans doute influencé par des récits romanesques montrant en noir inculte et brutal, l'opinion changea et le terme nègre fut usité dans la plupart des ouvrages et journaux pour désigner le noir. Je payai le masque et avant de partir, je lui dis « Le concept du racisme n'existe peut-être pas encore, ni même le mot. Mais je constate que la stupidité est déjà présente bien avant l'Homo sapiens. Vous devez certainement faire partie de cette préhumanité qui a subsisté sans trop savoir pourquoi. Le singe a plus d'humanité que vous. Et je ne parle pas du nègre. Quant à l'anarchie, monsieur, vous en êtes un exemple. Vous pratiquez l'anarchie sans le savoir, monsieur. Un des buts des anarchistes, c'est d'abolir la propriété. Comme prêteurs sur gage, et profitant de la misère d'autrui, vous leur confisquez le peu qu'ils ont. Sans le savoir, vous annihilez la propriété des autres en vous l'accaparant, sans en être le total propriétaire. Vous êtes un anarchiste. Mais de la pire espèce. Je n'avais plus rien à lui dire. Et le fesse Mathieu de répéter « En fou, sortez, sortez ». En rentrant à l'hôtel, le réceptionniste m'avertit d'une visite. Bizarre. Mais Guillaume ne s'annonçait pas et à part lui, personne ne connaissait l'endroit où je logeais. Il me dit qu'une dame m'attendait dans le petit salon. Une dame. Je songeais à une fille légère que Guillaume m'avait fait connaître, mais non, ce ne fut pas elle, mais une splendide créature à la silhouette exagérément serrée par le corsage. Quand elle me vit, elle se précipita et me prit les mains. « Oh, Jean, te voilà enfin. Cela fait 2 ans que j'attends ce moment. C'est extraordinaire, mais je ne peux nier l'évidence. 2 ans et tu as rajeuni. Mon amour, enfin, je sais. Tu me regardes avec des yeux éberlués. C'est la première fois que tu me vois. Mais rends-toi compte de ma surprise de rencontrer un homme 2 ans auparavant qui me connaissait intimement alors que je ne l'avais jamais vu. Tu dois être dans le même état d'esprit aujourd'hui. Tu commences à comprendre. Je le vois dans tes yeux. Je suis Madeleine, l'arrière-arrière-grand-mère d'Octave, ton arrière-arrière-petit-fils. Je crois comprendre que 2 ans avant, dis-je, je vous ai rencontré après aujourd'hui. Oui, Jean, fit-elle. Tu vins refaire un saut dans le temps en 1881 pour me revoir et me dire d'être au rendez-vous 2 ans après. Oui, c'est compliqué. Sais-tu pourquoi tu revins 2 ans avant pour me revoir? Eh bien, il y a 2 ans, je me mariai avec monsieur Estivelle. Seulement, après un accident fâcheux à cheval, mon mari perdit sa virilité. Cela, tu le savais. Et tu vis une opportunité pour venir en 1881. Pour tes affaires avant tout, hein, oui. Je ne suis pas une oie blanche. Tu t'étais dit qu'il était plus facile de charmer une jeune fille qui s'étiolait en entendant le loup qu'une femme 2 ans après, qui était un peu blasée à force d'aller chercher le plaisir dans le vivier de Jean de Gardon. Tu as dû me séduire et la chose ne fut pas facile. Ah, je venais de me marier. Et tu n'étais pas Phébus. Jamais je ne voulais tromper mon mari. Ben, tu savais tout sur moi, ce qui te rendait fascinant. Et puis, Jacques n'était plus le vigoureux d'avant. L'accident l'avait fortement amolli. Puis tu me disais des choses étranges, comme prédire des événements qui n'étaient pas encore produits. Je cédais, je m'abandonnais à l'anguille dans tes bras. C'est alors que t'allas trouver Jacques, pour le convaincre de me faire un enfant dans 2 ans, et de l'accepter comme le sien.
Tu étais fou. Tu étais fou. Au début, il faillit te fiche dehors. Mais tu lui prouvas que tu venais de l'avenir et qu'un homme qui n'était pas encore né, encore né, hein, pas encore né, ne pouvait être un rival sérieux et que tu disparaîtrais aussitôt. Jacques connaissait l'existence de la chambre unique, tu sais. Mais son impuissance subite ne lui permettait plus de l'employer. En effet, il avait beau s'y enfermer. Il se réveillait toujours à l'époque de son départ. Nous ne savons toujours pas pourquoi. Hein. C'est un mystère. Toi, tu prenais soin de ne pas pénétrer dans la chambre par l'escalier du château, car cela annulerait ton retour au XXIe siècle. Tu vois, je suis au courant de tout, Jean. Et c'est parfaitement excitant de se faire en enfant par un homme qui naîtra bien après sa progéniture. Très bien, fis-je assez impressionné par cette femme, mais je ne vous ai pas demandé de faire abstinence pendant 2 ans quand même. Oh non, non, j'en ai quand même profité. Ah oui, oh tu ne m'en veux pas, Jean. 2 ans, c'est long. Et quand tu m'avais garanti que je pouvais ne pas avoir d'enfant avant 2 ans, car l'avenir était déjà écrit, ben j'ai pris des amants, sans vouloir bien entendu te remplacer, mon chouchou. Je savais être stérile 2 ans. Voilà. J'en avais la certitude, car c'est toi-même qui me l'affirma, fit-elle en souriant. J'eus de nombreux prestouquins. Je ne le disais pas à Jacques, bien entendu. Je ne voulais pas l'humilier. Mais pourquoi ne t'ai-je pas fait un enfant en 1881 ? Mais réfléchis, chérie. L'enfant, tu me l'avais déjà fait en 1883, c'est-à-dire maintenant, enfin, tout à l'heure. Et en 1881, tu savais déjà m'avoir fait un enfant en 83, ce qui ne t'a pas empêché de prendre en acompte, enfin plutôt en reliquat en 1881. L'histoire était écrite avant d'avoir existé. Jamais je ne pouvais être enceinte en 1881. Mais dis-je buté, je pourrais très bien ne pas vous faire d'enfant et revenir vous en faire un en 1881. Impossible, dit-elle. Ben pourquoi donc ? Parce que tu ne pourras pas me résister. Elle m'embrassa. La messe fut dite. Je passais 2 mois passionnants en compagnie de Madeleine, mais avec la bénédiction de son mari. Je m'attachais vraiment à cette personnalité que j'essayais d'élever pour qu'elle se batte pour l'égalité des sexes. Ouais. L'expression la fit rire. Mais rien n'y fit. Elle trouvait mes idées saugrenues. Elle ne voyait pas du tout l'intérêt de voter. Pourtant, voter permettait aux femmes de s'émanciper. Mais la femme française n'avait rien à voir avec la britannique. Autant l'anglaise avait conscience de l'importance de l'émancipation, autant la française restait désinvolte. Sans doute à cause de l'homme français se trouvant aussi badin que son épouse. Ce n'était en aucun cas une généralité, hein, non, non. Mais j'acquis la conviction que de nombreux Français moyens se retrouvaient dans ce schéma. Je continuais à remplir mes 2 valises de divers bricoles prenant au passage du XXIe siècle une plus-value scandaleuse. Hein. Madeleine était triste et je ne pouvais rien faire pour la consoler. Renoir m'avait rendu le portrait et la photographie. Je n'avais plus de raison de m'attarder. Je savais Madeleine enceinte. Il me restait pas mal d'argent que je distribuais. Je retournais chez mon bouquiniste, le bouquiniste du quai.
Je viens vous retrouver, monsieur, lui dis-je, au sujet de ces 2 cahiers que vous m'avez cédés à bas prix. La valeur de ces cahiers dépasse de très loin les 10 francs que je vous ai donnés. Veuillez accepter ce supplément qui rendrait ma position plus décente et plus honorable. Je sais, c'est une grosse somme, mais compte tenu de la valeur des cahiers, ce n'est que justice. Et je lui glissai dans la main un rouleau de billets représentant pour lui 10 ans de travail. D'abord, il fut incrédule. Ensuite, il me dit en merci, comme murmuré. Je partis à 10 mètres, je jetai un coup d'œil. Il pleurait. Je n'en tirais aucune gloire, non. J'avais ici toute la latitude pour faire mon philanthrope. Mais dans mon époque, j'étais incapable de lâcher une thune pour un mendiant. Avant de disparaître, je ne voulais pas laisser Guillaume dans l'embarras, bien que qu'il se soit totalement remplumé. Mais depuis, je pris la peine de copier les fluctuations d'actions jusqu'à l'année 1885. Ce qui représente un foutu travail de scribe. Avec ça, il est riche pour la vie, mais l'argent n'est pas tout. Je m'en rendis compte quand je dus partir avec mes 2 valises pesant des tonnes et le violon dans son étui fixé au dos. Madeleine était devant moi et pleurait, me suppliant de rester. Avec tout ce que je savais, je pouvais devenir immensément riche, célèbre aussi. Mais je n'étais pas de cette époque. Je suis du XXIe siècle, pas du XIXe, où je me sens étriqué, mal dans ma peau. Je veux aller au cinéma et regarder une connerie à la télé. Je veux retrouver mon Facebook et y foutre ma tronche bronzée après un séjour à Miami. Je veux bouffer des marshmallows du Super U et de la glace australienne. Je veux revoir les films d'Hitchcock et je veux assister aux funérailles de Jean-Luc Godard. Retrouver ma vieille patache et rouler sur les secondaires. Envoyer des textos aux copains, voir les quiz des filles qui se découvrent au printemps, retrouver ma collection de vinyles pour écouter du Malheur dirigé par Kubelik, sentir l'odeur de l'asphalte fumante et prête à être étalée par le rouleau compresseur, prendre un avion pour Tahiti, boire du coca le lendemain de la veille, aller en concert de blues, se rendre au théâtre pour une pièce de Dubillard. Bref, je veux être actuel, de mon actualité à moi, la mienne, avec mon histoire, ma naissance, ma vie, ma mort, dans ce mouchoir de poche de l'éternité, pas plus, pas moins. C'est Guillaume qui me déposa là, où il m'avait trouvé. Je retrouvais mon buisson de ronces. Le souterrain était tout aussi humide, et le somnifère m'envoya dans un sommeil abruti.